Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de À contre-courant, le podcast des mères audacieuses. J'ai à cœur de vous partager le sujet du jour car je travaille depuis chez moi à 100% depuis 2017. Avec 4 enfants, j'ai fait l'école à la maison en lançant la tribu digitale et je me pose toujours la question de pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à travailler de chez elles avec leurs enfants. Je suis d'ailleurs persuadée que l'on peut éduquer nos enfants et notre conjoint en ce sens, tout comme on éduque nos enfants à devenir des adultes, à se brosser les dents, à aller prendre leur douche, etc. Et comme il s'agit d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, je suis ravie aujourd'hui de recevoir Janice. Bonjour Janice. Bonjour et bonjour à toutes celles qui nous écoutent. Pour commencer cette interview, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Bien sûr. Alors moi, c'est Janice, j'ai 32 ans. Je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 2016 maintenant et à mon compte depuis 2 ans. Donc j'ai travaillé en crèche, donc j'étais éducatrice de jeunes enfants en crèche et puis assez rapidement, 2 ans et demi après mon diplôme, je suis devenue directrice de crèche d'une crèche de 22 enfants pendant 4 ans et puis j'ai décidé de changer et j'ai été directrice de crèche de micro-crèche de 12 enfants. Donc du coup, je me suis lancée il y a 2 ans parce qu'il y a eu le confinement en 2020 et je pense que ça a été un chamboulement pour beaucoup de personnes. Donc il y avait rien d'autre à faire à part réfléchir sur soi-même et savoir ce qu'on veut vraiment. Et je me suis rendu compte que travailler en crèche, surtout en tant que directrice, ça ne me convenait plus et j'avais envie de retrouver le sens de mon métier, retrouver de l'humain au cœur de mon métier. Donc c'est pour ça que maintenant, j'accompagne les mamans qui sont épuisées à traverser la période du Terrible Two. C'est une période où l'enfance est beaucoup en opposition, où il va dire non, où les parents sont à bout de souffle. Donc j'accompagne justement vers un quotidien un peu plus serein et j'accompagne aussi les crèches qui n'ont pas d'éducateurs de jeunes enfants. Je fais des formations aussi. Et puis, je suis martiniquaise, ça fait 10 ans que je suis ici. Ma couleur préférée, c'est le jaune. Et puis, c'est des choses à savoir sur moi tout de suite. Et puis, j'ai peur des chiens. Ça, c'est comme ça, c'est clair. Eh ben comme ça, tu nous as tout dit. Le jeune, c'est le Voilà, soleil. Donc ça te rappelle sûrement la Martinique où il y a meilleur exactement. temps qu'en France. C'est ça, exactement. Bon, depuis quand es-tu maman et combien d'enfants as-tu? Alors oui, je suis maman depuis 4 ans. Parce que j'ai une petite fille de 4 ans et j'ai qu'une seule petite fille pour l'instant. Bon, c'est déjà bien, ça occupe, Oui, ça oui, occupe oui, c'est les déjà très esprits. bien. Alors, comment s'est-on rencontrés? On s'est rencontrés de par, c'est Elodie qui m'a mis en contact avec toi, du coup, parce qu'Elodie, je l'ai rencontrée. Enfin, elle était venue à un apéro en ligne entre mamans que j'organisais. Et puis, du coup, elle m'a proposé justement de venir sur ton podcast. Génial, effectivement. Elodie est une super entremetteuse puisqu'elle m'a déjà mis en contact avec de nombreuses personnes qui ont été interviewées et qui ont été très très intéressantes sur un certain nombre d'épisodes. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi?
Je serais, en tout cas, Mavic Bright, c'est une entrepreneur, une coach de mindset. Pourquoi elle m'inspire? Tout simplement parce qu'elle me rappelle finalement mes origines, parce que c'est une Antillaise, une maman de 5 enfants, qui se bat pour ce qu'elle a envie de faire et qui dit que tout est possible. Et je suis super convaincue que tout est possible, même si c'est pas facile. Mais c'est vrai que c'est un leitmotiv qui m'aide à me dépasser à chaque fois. C'est vrai Ouais. qu'effectivement, on est souvent, malheureusement, nos propres limites et Oui, on oui, est capable de bien plus, mais on s'en rend pas compte. exactement. Mm. Tu accompagnes, donc tu le disais aujourd'hui, les mamans qui sont fatiguées, Mhm. épuisées, notamment pendant la période du terrible tout, mais pas Mhm. que. Comment tu en es arrivé là? Mon expérience, en fait, m'a amenée vers ce sujet-là, tout simplement parce que c'est un sujet assez tabou. Souvent, on parle du sommeil, de l'alimentation, du postpartum, etc. Mais cette période charnière qui est entre 1 an et demi et 4 ans, eh bien, on parle pas beaucoup alors que les parents sont en souffrance face à ça. Parce que du jour au lendemain, ils reconnaissent plus forcément leur enfant, alors que leur enfant était hyper mignon, gentil, puis d'un coup, ils deviennent des gremlins. C'est un terme qu'une maman m'a dit. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est une maman qui m'a dit ça. Et je le reprends. Et en fait, souvent les parents, les mamans sont dépassées en fait. Et elles ont l'impression qu'elles vivent ça toutes seules. Elles rentrent dans un quotidien avec beaucoup de tension, beaucoup de cris, moins de patience. Elles se disent que ça va passer, mais finalement, en fait, leur quotidien devient un quotidien, comme je disais, sous tension, entre la culpabilité, l'épuisement, la solitude. Et en fait, pourquoi j'ai décidé de les accompagner? Parce que j'ai envie de leur expliquer qu'elles ne sont pas seules à vivre ça, qu'on peut traverser ça ensemble. Et puis surtout, j'ai un coup de cœur pour tout ce qui est neurosciences, émotions. Donc, c'est vrai aussi que j'aime beaucoup ce sujet-là aussi. Effectivement, les neurosciences sont vraiment passionnantes. Oui, On avait fait il y a maintenant quelques mois, pour pas dire une petite année, un oui. épisode alors sur la télé de Lyon dans notre émission La Tribu Digitale 89% féminine, une émission dédiée aux neurosciences et comment utiliser les neurosciences dans le cadre de l'entrepreneuriat justement. Mais effectivement, c'est passionnant parce que encore une fois, on se limite énormément au niveau du cerveau. On pourrait utiliser beaucoup plus, hein. C'est un peu comme un fichier Excel. On doit utiliser 20% des compétences d'Excel et Mhm. on fait partie peut-être des meilleurs, alors qu'en fait, il y a encore beaucoup de fonctionnalités qu'on n'utilise pas. Là, c'est pareil. Dans le cerveau, finalement, on utilise une petite partie alors qu'on pourrait utiliser beaucoup plus et puis aussi changer certaines habitudes ou certains mantras qu'on a nous-mêmes ou certaines croyances que l'on a nous-mêmes et qui finalement sont pas fondées sur grand-chose. Oui, exactement, tout à fait. Et souvent, en échangeant avec les parents, quand j'étais directrice de crèche, le week-end, ils avaient des appréhensions. Ils appréhendaient de sortir, ils appréhendaient de passer 2 jours entiers avec leur enfant parce qu'ils pensaient déjà aux crises, aux pleurs, aux larmes, etc. Vraiment, de par le retour et leurs mots, ils disaient que ça gâchait finalement la vie, ça gâchait les week-ends parce qu'ils avaient honte de sortir, de par les jugements des autres. Mon enfant va se rouler par terre. Ben, du coup, les autres vont me juger, donc je n'ose plus partir. Et vraiment, moi, ce qui me plaît dans cet accompagnement-là, c'est vraiment donner espoir aux parents que c'est une phase et qu'on peut se reconnecter avec son enfant par différentes manières. Alors, moi, j'ai une petite question un petit peu plus personnelle, comme je le disais en introduction. Donc, j'ai quatre loulous, enfin maintenant qui commencent à être quand même assez grands. Mais sur mes quatre loulous, j'ai un de mes enfants qui n'a pas fait cette crise du terrible tout. Est-ce que je dois l'attendre à l'adolescence ou à la vie adulte? Alors, je pense il a quel âge? Alors, maintenant, elle a 13 ans, Elle a 13 ans. c'est ma En deuxième. fait, tous les enfants passent par cette phase-là, mais selon les enfants, c'est plus ou moins intense. Je pense qu'elle a passé cette phase-là, mais peut-être que tu l'as pas forcément remarqué, parce que soit sa personnalité, c'est plutôt quelqu'un de plutôt calme et qui est pas forcément dans le conflit, etc. Donc peut-être que c'est passé entre les mailles du filet, ou peut-être que ça viendra par la suite. De toute façon, dans le développement de l'enfant, il y a différentes étapes, hein. On n'a pas fini, il y a la crise d'adolescence qui arrive. Après, même en grandissant, apparemment, il y a la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine. Évidemment, notre vie est rythmée par des crises, mais en fonction de chaque enfant et de chaque personnalité, c'est plus ou moins intense, je dirais. D'accord, ok. Bon, c'est vrai que ma deuxième, je la compare souvent, tu sais, à l'enfant image. C'est-à-dire qu'à 13 jours, elle faisait ses nuits, elle Voilà. pleurait jamais, elle était globalement très sage. Bon,
maintenant à l'adolescence, elle a son caractère qui se révèle. Elle est toujours très sage, hein, je ne peux pas me plaindre, en tout cas pour l'instant, elle ne fait pas de grosses bêtises, mais voilà, elle s'affirme beaucoup plus. Mais Mhm. c'est vrai que quand elle était petite, c'était l'enfant sage, je la posais à un endroit, je la Ah, retrouvais au même endroit, elle n'avait pas fait de bêtises, elle avait joué calmement. d'accord. Ah bah oui, là c'était Donc l'enfant quand parfait. mes deux derniers sont arrivés, qui eux sont beaucoup plus... bah, ça m'a changé. Ça a réveillé un petit peu tout ça. Là, j'ai dit, ah oui, C'est donc effectivement, ça. c'est plus dur. Bon, et puis mon premier, c'était le premier, donc c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas les autres enfants. Donc je Mhm. trouve que, en tout cas pour moi, le premier et le deuxième ont été plus simples à gérer finalement que le troisième et le quatrième. Parce que D'accord. bah, le premier, il n'y avait que lui, donc je me concentrais sur lui, donc j'avais pas de problématique en dehors de mon travail à gérer. Pour ma deuxième, bah, ça s'est passé comme une lettre à la poste, comme je dis à chaque D'accord. fois. Par contre, mes deux derniers, bah, il y avait quand même les deux grands à gérer, qui eux avaient plus de caractère. Donc Ouais. voilà, ils étaient un peu plus speed et effectivement, ils faisaient un petit peu plus savoir que ben, ils ne voulaient plus à partir de 2 ans. Et puis je pense, après je sais pas parce que j'ai pas d'autres, j'ai qu'un seul enfant. Puis je pense que plus on a d'enfants, plus finalement on sait un petit peu comment ils sont, mais il y a quand même la fatigue aussi parce que tu as Oui, d'autres enfants à gérer. c'est ça. Enfin, Ah oui, nous, notre quatrième, les premiers mois ont été très, très, très difficiles. Bon, déjà, elle avait des problèmes gastriques, donc il fallait pas qu'elle dorme couchée. Enfin, bon, bref. En plus, elle ne dormait que dans le bruit parce qu'elle avait tellement l'habitude d'entendre ses frères et sœurs dans la journée que du coup, la nuit, elle ne dormait plus. D'accord. Que je Ok. n'ai pas eu pour mon premier, par exemple, qui, lui, dormait la nuit, il n'y avait pas de souci. Et nous, il fallait quand même qu'on se lève pour les trois premiers, en tout cas pour les deux premiers qui étaient scolarisés, le troisième il ne l'était pas, il fallait quand même qu'on se lève. Donc c'est vrai que oui, ça a été assez, cette période a été assez difficile. On a passé 6 mois ou 9 mois où on était des zombies. Et Ah pourtant, mon ouais. mari est à la maison, travaille à la maison avec moi, et donc on se répartit vraiment les tâches. Et pourtant, on était avec des cernes de folie. Ah bah, ouais, ça fait partie de la maternité, de la paternité, tout ça. Les cernes, on connaît bien. C'est ça, exactement. Alors, j'en parlais en introduction et on l'a vu notamment pendant la période Covid. Moi, j'ai eu énormément de parents autour de moi qui m'ont dit, mais comment tu fais pour travailler avec tes enfants à la maison? Sachant qu'à l'époque, je faisais l'IEF en 2019, 2020, 2021. Donc, l'école à la maison pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme. Et beaucoup de parents pendant cette période de confinement, enfin, ces deux périodes de confinement ont été complètement débordés en se disant, c'est pas possible de travailler avec des enfants à la maison, notamment lorsqu'ils sont en bas âge. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est possible, mais ce n'est pas simple. Je tiens quand même à féliciter, à envoyer plein de fleurs, des feux d'artifice aux mamans qui travaillent à la maison, que ce soit par choix, parce qu'elles ont envie, ou qu'elles n'ont pas eu le choix parce qu'elles n'ont pas de mode de garde avec leur enfant, parce que finalement, je pense que ça demande énormément de compétences, ne serait-ce au niveau de l'organisation, ne serait-ce qu'au niveau de se réinventer chaque jour, et vraiment bravo. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est possible. Effectivement, c'est ce que moi je constate en tout cas pour mon cas personnel. Mhm. Où forcément on a fait des choix. Il y a des choses qu'on fait pas, il y a des choses qu'on fait, ben, s'occuper de nos enfants et puis gérer le travail. Et surtout, moi ce que je dis, en tout cas à ma communauté, si on peut pas travailler comme en entreprise, c'est-à-dire du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures, ça c'est impossible. Quand on a des enfants à la maison, il faut adapter finalement ses horaires de travail au rythme de son enfant. Donc quand l'enfant fait une sieste, on peut travailler. Quand l'enfant est calme, qu'il a des périodes où il peut jouer, qu'il est calme, on peut travailler. Mais quand il a besoin de câlin, quand il a besoin de présence des adultes, que ce soit maman ou papa, peu importe, c'est beaucoup plus difficile. Et puis après, on a des solutions, on en avait parlé dans l'épisode cet été avec Fanta, des solutions aussi qui existent. On peut faire venir une nourrice à la maison pour pouvoir travailler. Enfin, et comme tu le dis, ça dépend vraiment de l'organisation et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Mais il ne faut pas Mhm. penser finalement qu'on est capable de travailler comme en entreprise à la maison avec des enfants parce que ça, effectivement, non, c'est pas Impossible. possible. Ça, c'est pas possible. Exactement. Totalement d'accord. Une astuce aussi que je partage fréquemment avec ma communauté, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode d'ailleurs, j'en parle régulièrement sur mes réseaux sociaux, c'est de porter de l'attention à ses enfants avant en fait de se mettre à travailler. Parce que finalement, et je compare aujourd'hui maintenant souvent l'attention et les frites, parce que tu sais, les enfants adorent tellement les frites, que finalement, quand les frites sont froides, nous on sait en tant qu'adultes qu'elles sont vraiment pas bonnes, mais eux vont les manger. Et là, c'est un peu pareil pour l'attention, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants qui n'ont pas d'attention de leurs parents,
ou en tout cas pas suffisamment d'attention de leurs parents, vont commencer à faire des bêtises, à se disputer, à venir tirer la manche du t-shirt ou pantalon, etc. pour avoir de l'attention. Et ça va provoquer l'attention négative parce que forcément, on va dire, ah, t'as encore fait une bêtise, on va peut-être punir l'enfant, peut-être lui demander de réparer sa bêtise, etc. Ou alors il vient nous tirer alors qu'on va rentrer en direct, on lui dit, ou en enregistrement ou en vision, on lui dit, mais c'est pas le moment, là, va dans ta chambre, etc. Et ça va générer du coup des conflits assez forts finalement, qui peuvent aussi après arriver sur des hurlements, sur des cris, etc. Qu'est-ce que toi, enfin, est-ce que tu connaissais déjà ce concept et qu'est-ce que toi tu en penses? Alors, la frite froide, non, je connaissais pas le nom du concept, mais je connais ce qu'il y a derrière ce concept. Et je suis totalement d'accord avec toi, parce que finalement, on a tous un réservoir affectif. Le réservoir affectif, pour expliquer, c'est une jauge que tous les êtres humains on a, qui se remplit et qui se vide en fonction des interactions qu'on a dans la journée. Par exemple, je me lève le matin, j'ai super bien dormi, mon réservoir, il est à 100%. Je me lève, je me cogne le doigt de pied sur la table, bah, il baisse un petit peu parce que j'ai eu un petit peu mal. Et en fait, en fonction de la journée, il diminue. Et c'est intéressant justement que le matin, bah, peut-être avant de travailler, de prendre un petit temps avec notre enfant. On ne demande pas forcément un temps une heure et demie, mais un temps de qualité, c'est-à-dire un temps où on est vraiment avec l'enfant, où on dépose son téléphone, où on essaye de vider sa tête, même si je sais que c'est très compliqué de vider sa tête. Et je me demande si c'est vraiment possible de le faire en présence des enfants, mais au moins on est disponible pour l'enfant. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut verbaliser à l'enfant, ben écoute, là je joue avec toi, dans pas très longtemps, eh bien, maman va se mettre à travailler, pourquoi pas mettre un petit minuteur pendant le temps de jeu pour justement indiquer à l'enfant que, eh bien là, ce moment-là, il est fini, en fonction de l'âge de l'enfant, bien sûr, si c'est un bébé, ben, minuteur, c'est pas très... Mais je trouve que ce concept est hyper important et hyper intéressant pour l'enfant et pour le parent, quoi. Et qu'il soit petit ou grand d'ailleurs. Mhm. C'est vrai que moi, maintenant, j'ai des adolescents, mais parfois, ils viennent, ils s'assoient à côté de moi, et là, je me dis, ah, ils ont besoin peut-être de partager, de faire un câlin, parce que même Mhm. les grands aiment bien faire des câlins ou juste se poser et puis raconter sa journée. Donc là, souvent, bah, quand je suis pas en visio ou autre, bah, je m'arrête, je dis OK, et j'entame la discussion. Des fois, c'est 5 minutes et puis ils repartent. Des fois, c'est un petit peu plus longtemps, mais effectivement, qu'on soit petit finalement ou qu'on soit grand, je pense que c'est essentiel et aujourd'hui, on manque peut-être de cette attention parce que comme tu le dis, on a toujours notre téléphone portable. Donc même si on joue avec l'enfant, on va regarder son téléphone et en fait, finalement, on n'est pas vraiment avec lui. On est avec lui sans être avec lui, donc c'est une bonne chose, je trouve, que de poser son téléphone ou de poser ses écrans et de dire, voilà, même si c'est que 5 minutes, mais c'est 5 minutes où j'échange, où j'interagis réellement avec mon enfant. Exactement. Enfin, ce sera aussi bien que pour l'enfant que pour le parent. Que nous aussi, en tant que parents, on va recharger aussi notre réservoir. Donc, Mm, tout c'est à cool. fait, c'est vrai. Est-ce que tu as d'autres conseils justement? Parce que c'est vrai que, en tout cas, quand les enfants sont petits, l'organisation du travail à la maison est quand même beaucoup différente de lorsqu'ils grandissent, puisqu'ils deviennent plus autonomes, ils sont capables de s'occuper entre eux. Quand ils sont adolescents, ben, entre les moments où ils sont chez les copains, les moments où ils ont les copains et les moments où ils sont sur le téléphone, finalement, ils dérangent plus trop pendant la journée de travail, ou en tout cas plus de la même manière. Mais quand ils sont petits, ils n'ont pas encore cette autonomie. Donc, est-ce que tu aurais des conseils, toi, à partager aux différents parents qui nous écoutent pour ne plus être frustrés, notamment dans cette période où l'enfant est petit, mais commence à avoir quelque part sa vie? Oui, déjà pour moi, je pense qu'il aura toujours de la frustration parce qu'on reste des êtres humains et la frustration, c'est un sentiment qu'on peut ressentir. Donc, je pense qu'on peut apporter une nuance et peut-être que les parents soient moins frustrés. Typiquement, quand j'accompagne une maman, je vais pas lui dire, je vais t'accompagner à ne plus jamais crier de toute ta vie parce qu'on sait que c'est impossible, même avec toute la bonne volonté qu'on veut, mais déjà aider à moins crier qu'hier et ça, c'est super. Alors déjà, le premier outil que je peux partager, c'est déjà qu'on peut faire la paix avec nos attentes. Parce que généralement, en tant que maman, on veut toujours le meilleur, on veut toujours tout ce qu'il y a de mieux et ça, c'est hyper honorable. Mais en ayant un enfant en bas âge, surtout toute la journée, qui ne dort pas forcément, qui fait pas forcément de sieste de la journée ou qui se réveille la nuit, eh bien, c'est peut-être difficile de cocher toute sa to-do list, en tout cas sur une période
en tout cas sur la journée. Ce qui peut être intéressant, c'est pourquoi pas réduire sa to-do list, parce que généralement, on a tendance à mettre 10 choses à faire et que finalement, quand on fait deux choses, ça nous frustre, on se dit qu'on aurait pu faire plus. Pourquoi pas prioriser trois grosses tâches de la journée et se demander, est-ce que c'est important ce que je fais aujourd'hui ou pas? Est-ce que lancer une machine, c'est important de faire aujourd'hui ou pas, oui ou non? Donc, à partir de ça, on peut finalement réduire nos attentes parce que finalement, on réduit notre to-do list. Et ensuite, ce qu'on peut mettre en place, c'est tout ce qui est organisation et planification. Par exemple, établir une routine qui te fait du bien. Si c'est par exemple se lever avant ton enfant, prendre soin de toi et faire les grosses tâches de la journée, avant que ton enfant se réveille, ça pourrait réduire ta frustration parce que peut-être que tu as entamé entre, je sais pas, 6 heures et 7 heures, une grosse tâche que tu voulais faire dans ta journée. Ce qui est important aussi, c'est d'essayer, comme on disait avant, de planifier des temps d'activité avec ton enfant aussi, ne serait-ce que par exemple le début, après vous allez manger, peut-être un petit peu après le repas, le déjeuner, faire un petit temps d'activité. Et ce que je conseille aussi aux mamans que j'accompagne, c'est que on va pas chercher une activité trop compliquée non plus. On va pas se lancer à faire du collage, des choses hyper compliquées si on n'est pas à l'aise avec ça. Si c'est danser, eh ben c'est danser. Si c'est juste aller se promener, faire le tour du quartier, c'est faire le tour du quartier. Mais juste faire une petite activité avec ton enfant dans la journée, par exemple, pour justement recharger son réservoir affectif et moins te frustrer en disant, soit tu as passé trop de temps devant l'ordinateur, que tu n'as pas profité de ton enfant. Donc ça pourrait être quelque chose à mettre en place, par exemple. Et ensuite, ce que tu peux faire aussi, si c'est possible pour toi, c'est pourquoi pas déléguer si tu as la possibilité à des amis, un parent, une nounou à domicile aussi, sur quelques jours qui peut venir t'aider justement avec tes enfants. En étant directrice de crèche, il y a beaucoup de parents qui ne savent pas, mais il y a les crèches interentreprises. Du coup, c'est des crèches qui achètent des berceaux aux entreprises, qui ouvrent des places aux parents de la ville, mais ce sont des places occasionnelles. Ça peut être 1 à 2 fois par semaine, ou ça peut être pendant les vacances scolaires, on amène les enfants sur ces périodes-là. Donc, ça peut être une solution aussi d'alternative si tu as envie que ton enfant soit quand même dans un mode de garde, une alternative que tu peux essayer aussi. Ah, super, effectivement, je ne connaissais pas Ouais. cette astuce et je pense que de nombreux parents vont peut-être la Mm. découvrir. On Oui, a souvent l'impression que si on a un mode de garde, c'est celui-là et il faut faire avec. Ou si oui, on a par exemple une nourrice, quelqu'un qui va s'occuper de l'enfant, bah, lorsqu'elle est en vacances, bah, il faut qu'on trouve des grands-parents disponibles ou qu'on prenne nous-mêmes des vacances. Mais je ne savais pas qu'il y avait cette possibilité en crèche, oui, effectivement, c'est oui, top. oui. Oui, oui, oui. Et vraiment, ça aide beaucoup, beaucoup les parents, en effet. Mm. Mm. Effectivement. Bon, ben merci en tout cas pour tes conseils. C'est vrai que souvent, on veut être parfaite sur tous les plans. On veut avoir une maison parfaite, on veut avoir des enfants bien évidemment bien éduqués, on veut être professionnellement parfaite et que surtout notre manager ou nos collègues ne voient pas que par exemple un enfant passe derrière la caméra ou que bah, on est chez nous, etc. Et ça nous amène énormément finalement de culpabilité parce que comme tu le dis, on n'a qu'une journée, donc si on veut tout faire, ça passe pas. Donc il y a des choses qu'on est obligé de reléguer soit au second plan, soit de reléguer peut-être à son mari ou de se faire aider. Et ça crée chez nous, les femmes et encore plus chez les mères, énormément de culpabilité parce qu'on a l'impression que sur 24 heures, il faut qu'on soit une épouse parfaite, une mère parfaite, une professionnelle parfaite, bref, qu'on soit parfaite dans tous nos domaines de notre vie. Oui, ça c'est vrai que la culpabilité, ça fait partie intégrante finalement de, je pense même en réalité, avant de devenir maman, je pense même depuis la grossesse. Tu sais, quand par exemple tu penses, tu te dis, oh non, j'ai pas bu mon 1,5 litre d'eau par jour, tu culpabilises parce que t'as pas bu toute ton eau. Tu vois, et je pense que même avant d'avoir l'enfant dans nos bras, on culpabilise déjà. Donc, c'est vrai. Bon, et toi, qu'est-ce que tu en penses justement de cette culpabilité? Et puis, tu en parlais déjà tout à l'heure un petit peu, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement réussir à la fois à travailler de chez nous, à ranger notre maison, à nous occuper de nos enfants, etc. Ah oui, alors du coup, la culpabilité, j'ai une collègue auxiliaire de puériculture qui dit souvent la culpabilité, c'est ce qu'on se raconte à nous-mêmes et c'est pas forcément vrai. Par exemple, quand on se dit je culpabilise parce que je suis une mauvaise mère, est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Ce que je dis souvent, c'est que être une femme parfaite, une mère parfaite, c'est has-been parce que finalement, les brigantes de camp qu'on voyait sur Desperate Housewives, ça n'existe pas en fait, ça n'existe plus. Faire la paix avec ça. Et pour justement réduire ce sentiment de culpabilité, ce qu'on peut faire, c'est se poser la question, est-ce que c'est grave ou pas, cette situation? Et si c'est grave, parce que peut-être que
oui, c'est grave pour toi que ton salon ne soit pas rangé. Et la deuxième chose que tu peux te poser comme question, c'est qu'est-ce que tu peux faire qui soulagera ta conscience? Par Mm. exemple, si c'est faire la vaisselle pendant 10 minutes, si c'est planifier peut-être tes heures de ménage que tu t'accordes dans la journée, si c'est 30 minutes. Comme ça, au moins, tu pourras finalement analyser, entre guillemets, ta culpabilité et pas juste rester là en te disant, je me sens mal, je culpabilise. Ok, tu as vu que tu culpabilisais, mais qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux? Et si vraiment tu as beau essayer et ce sentiment est vraiment présent sur plusieurs jours, eh ben, n'hésite pas à te faire accompagner dans ce sens-là. Et aussi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que souvent, on va regarder tout ce qu'on n'a pas fait. Et ça, Mm. c'est normal. Le cerveau humain, il est comme ça. Toujours voir ce qui ne va pas. Et au lieu de te dire que tu n'as pas fait ce que tu avais à faire, que tu n'as pas rendu peut-être ce dossier, que tu n'as pas plié ce tas de linge qui t'attend depuis plusieurs semaines, peut-être te poser et te dire, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait ça, 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 ça. Et je suis sûre que la liste sera hyper longue. Et ça, c'est vraiment essentiel de changer un peu sa façon de voir les choses. Et puis surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est d'être un peu plus sympa envers nous-mêmes, en fait. Parce que souvent, on se parle mal, on se critique beaucoup, alors qu'en fait, notre meilleur ami qui vit peut-être la même situation, on va jamais lui dire, t'es nul, t'as pas fait ci, c'est pas bien ce que tu fais, regarde, tu sais pas gérer. On ne se permettrait jamais de lui dire ça. Eh ben, essaye de te parler comme cette meilleure amie bienveillante pour sortir de cette culpabilité et surtout te faire du bien aussi parce qu'en fait, on fait de notre mieux et ça, c'est le plus important. C'est vrai qu'effectivement, on a tendance souvent à mal se parler. Moi, quand c'est le cas, maintenant, alors mes enfants sont plus grands, mais ma dernière, qui va bientôt fêter ses 9 ans, elle me reprend systématiquement. Et systématiquement, elle me dit, mais non, mais maman, t'es pas comme ça. Par exemple, si je me suis dit, ah, mais je suis bête, machin. Mais non, maman, t'es pas bête, arrête de dire ça. Et systématiquement, elle va me reprendre. Donc, en fait, finalement, je me dis, oui, je suis un peu trop sévère avec moi-même. Parce que Ouais. même mes enfants me reprennent en me disant, mais grosso modo, tu racontes n'importe quoi là et ne fais pas ça. Et c'est vrai Oui. qu'on le ferait pas, par exemple, à nos enfants quand ils ont fait, par exemple, alors une bêtise pas trop grave ou qu'ils se sont loupés dans un examen ou autre. Bon, on leur dit, bon, bah, ok, t'as appris. Peut-être que la prochaine fois, enfin, sûrement la prochaine fois, tu feras mieux. T'avais peut-être pas assez révisé ou t'avais peut-être pas fait ci, mais tire-en les leçons et puis la prochaine fois, t'es capable de faire mieux. Alors que nous, on se dit jamais ça finalement. On se dit jamais ça. Ou on se le dit, mais 2, 3 heures après avoir bien dit je suis nulle, etc. Et puis finalement, on se dit, oh, ben finalement, c'est pas si mal que ça. Mais c'est vrai que c'est pas simple, c'est un automatisme qu'on a, et c'est Mm. pas simple à l'enlever, hein. Mais au moins d'essayer. Et puis surtout, ce que je pourrais rajouter pour finir, c'est pourquoi pas le soir, dans ton lit, essaye de te rappeler les 3 dernières choses que tu te dis à gérer aujourd'hui. Et comme ça, au moins, tu finis la journée sur une note positive et ça, c'est plutôt cool. C'est vrai qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, Janice, parce que j'ai une personne dans la communauté de la tribu digitale qui, elle, a décidé, elle va se reconnaître très certainement, de ne plus faire de to-do list, mais de faire une to-do list inversée. Et donc, Mhm. chaque jour, elle écrit tout ce qu'elle a fait dans sa journée. Au lieu d'avoir une liste de tout ce qu'elle doit faire et du coup qui n'a pas été fait, elle fait une liste de tout ce qu'elle a fait. Elle nous dit, en tout cas, elle nous le partage régulièrement, que ça lui a vraiment changé son état d'esprit, son mindset, parce Mhm. qu'elle finit toujours la journée beaucoup plus positivement qu'à l'époque où elle faisait sa liste et elle avait listé 30 ou 50 tâches. Effectivement, elle en avait fait 3 ou 4. Ah oui. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Pas mal. Alors, merci en tout cas pour tous ces conseils. Pour finir cette interview, est-ce que tu aurais une anecdote particulière à nous partager, justement en lien avec le sujet du jour? Alors, je pense qu'elle n'est pas particulière. Je pense qu'elle est commune à toutes les personnes qui travaillent de la maison. Eh ben, tu sais, cette visio importante. Et puis, tu vois ton enfant qui débarque. En plus, elle est venue en couche. Elle est venue, elle est montée sur moi. Mais en vrai, ça m'a pas forcément plus dérangé que ça parce que la personne avec qui j'étais en visio était aussi maman, donc elle comprenait aussi. Mais c'est vrai que sur le coup, on se dit, ah mince. Et puis surtout qu'elle, d'habitude, elle fait toujours ses siestes. Toujours ses siestes à la même heure et des longues siestes de 4 heures à peu près. Ah oui. Et là, comme par hasard, au moment où tu dois faire ta visio, elle ne dort pas. Elle dort pas. Et puis, puis bon, c'est une petite anecdote, mais je pense que beaucoup de parents vivent ça quand même. Ben moi, je m'y retrouve parce que cet été, alors sur toutes mes visios, normalement, j'ai un fond.
tu vois, avec la tribu digitale. Et cet été, donc mes enfants maintenant ont l'habitude, ils passent derrière le fond parce qu'ils vont voir mon mari qui travaille à côté, mais c'est toujours hyper discret. Puis comme il y a le fond, on voit rien. Et cet été, donc j'avais un webinaire avec un partenaire et j'ai utilisé son outil. Et donc j'avais pas la possibilité de mettre ce fond. Et en fait, ça a été le festival dans mon dos, c'est-à-dire que j'ai ma fille qui a commencé à ouvrir la porte pour venir me faire un câlin. Je lui ai dit non, c'est pas le moment. Ensuite, j'ai mon mari qui est rentré. Il y avait un pantalon sur son siège, donc il a balancé derrière moi le pantalon. Et puis j'ai mon petit dernier, pareil, alors très discrètement, qui est venu un petit peu plus tard dans la visio pour poser une question à son père et repartir. Mais du coup, on a tout vu. Bon, il y a quelque temps, j'aurais été hyper énervée. J'aurais dit aux enfants, mais vous avez pas fait attention, que j'étais en visio, c'est pas sérieux, etc. Là, j'en ai rigolé. Et après la visio, j'ai été chercher les bons moments et j'en ai même fait un post sur LinkedIn, tu vois, pour en rigoler parce que je me dis, en fait, finalement, c'est la vie de tous les parents. Ben oui, Et c'est il la n'y a vraie vie rien en fait. d'extraordinaire et il n'y a pas besoin de le cacher et ça fait pas de toi un mauvais professionnel parce que ton enfant est passé à la caméra ou est venu te demander quelque chose, etc. Et effectivement, sur ce point-là, il faut essayer de déculpabiliser. Oui, non, mais c'est vrai, c'est sûr, carrément d'accord. Ben, merci en tout cas pour ton partage qui, je pense, va parler à plus d'un parent, en tout cas à plus que moi. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas-là. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et d'avoir accepté cette interview. Ça a été une véritable joie pour moi de pouvoir aborder ce sujet qui reste un sujet régulier et en tout cas sur lequel régulièrement on a des croyances limitantes justement avec c'est pas possible de travailler à la maison, on n'y arrive pas, etc. Et en tout cas, on voit que bah, c'est possible. Après, comme tu le disais précédemment, ça demande de l'organisation, ça demande aussi de s'adapter en fait à ses enfants et on n'a pas été en tout cas éduqué dans cet état d'esprit, on a été éduqué, on travaille du lundi au vendredi de 9h à 18h et basta. Or avec des enfants, c'est pas possible. Donc merci beaucoup pour tes conseils, pour ta douceur, ta fraîcheur et je pense que Merci. de nombreux parents vont se reconnaître dans tes anecdotes et dans tes conseils. Merci d'ailleurs à eux de continuer à nous suivre chaque semaine. Et puis, si cet épisode vous a parlé, que vous pensez qu'il peut aider une personne de votre entourage, n'hésitez pas à lui partager. Et enfin, pour donner de la force à cet épisode, vous pouvez lui mettre un 5 étoiles ou nous écrire un commentaire, je serai ravie d'en prendre connaissance. En attendant, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, passez une agréable journée, après-midi ou soirée, où que vous soyez et prenez soin de vous.